La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 20 août 2024, dont voici les titres. Marché de curage à l'Office national de l'assainissement pour répondre aux accusations de corruption de l'ex-directeur de l'Office national de l'assainissement, Cheikh Dieng. Le ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement est sorti de sa réserve lors d'un point de presse. C'est le directeur de l'assainissement qui s'est prononcé. Sa réponse dans cette édition. Un atelier sur la gouvernance des ressources extractives a réuni plusieurs acteurs ce mardi. Il a été organisé par l'ONG 3D en collaboration avec le comité national ITE dans le cadre du programme USAID Traces. Saïtou Souniou Momel, plus de détails sur cette rencontre dans ce 20h. L'équipe dirigeante actuelle de la Chambre de commerce et d'agriculture de Dakar est dans l'illégalité depuis maintenant 14 ans. Selon la coalition And Defar Chambre de commerce, ses membres ont tenu une conférence de presse pour accuser Abdoulaye Sow et son équipe. Ils invitent les corps de contrôle à passer au peigne fin leur gestion. Et puis sport, de basketball, tournoi de préqualification pour le mondial féminin 2026. Le Sénégal, vainqueur lors de sa deuxième sortie après son entrée en lice réussie hier face à la Hongrie. Les Lions du basketball viennent de prendre le dessus sur l'équipe du Brésil. Le résultat et puis les détails de ce match dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Le différent opposant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, au désormais ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement, continue de défrayer la chronique. Le ministère est monté au front aujourd'hui pour apporter sa part de vérité sur fond d'accusation et d'entente directe. Omar Sène, directeur de l'assainissement, a parlé au nom du ministère au micro de Ali Mangassa lors d'un point de presse. Du 16 mai 2024, présidé par M. le Premier ministre, des recommandations fortes avaient été formulées pour accélérer les procédures de passation de marché. Et l'une des recommandations était adressée au ministre en charge des Finances pour accélérer les processus de passation de marché relativement aux travaux de curage et aux opérations pré-hivernage. C'est à ce titre que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait à l'époque saisi son homologue des Finances par courrier qui avait été à l'époque préparé par l'ONAS d'ailleurs, pour solliciter de sa part un accompagnement de ses services, notamment la DCMP, pour que l'ONAS puisse faire ses marchés de manière beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'à l'époque, la DCMP, après saisine de l'ONAS, avait accédé à cette requête, permettant à l'ONAS de passer le marché en procédure d'urgence. Maintenant, à partir de ce moment-là, après que le nouveau DG ait été installé, donc c'était à lui de poursuivre le processus. Voilà en tout cas ce qui s'est passé. Et le ministre en tout cas avait un seul souci. C'est d'abord économiser les deniers publics, une bonne gestion des deniers publics, mais également l'efficacité des interventions pour que le travail soit bien fait et soit fait dans les délais. En prélude du Grand Magal de Touba, le président de la République s'est rendu dans la ville sainte. À cet effet, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est engagé devant Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à résoudre définitivement la problématique de l'eau potable et de l'assainissement dans la ville sainte de Touba. Pour lui, il s'agit d'une priorité. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Je suis venu ici en tant que talibé pour recevoir des prières, mais aussi apporter mon soutien. Je tenais à vous rappeler que tous les services du gouvernement et des ministères concernés sont à pied d'œuvre pour une bonne réussite de cet événement majeur qui est le Magal. Mais au-delà du Grand Magal, le gouvernement compte œuvrer pour régler définitivement les problèmes liés à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.
dans la ville sainte. C'est d'ailleurs l'une de mes priorités à Touba. Pour ce mandat, je pense qu'avec vos prières et vos bénédictions, j'ai l'espoir qu'on va le réussir. Je souhaite un bon magal à tous les fidèles et j'invite les chauffeurs à être beaucoup plus prudents durant la période du magal. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme USAID Traces Saytu Suñu Moomeel, l'ONG 3D en collaboration avec le comité national ITIE a organisé une journée de réflexion sur la gouvernance des ressources extractives, un atelier de questionnement et d'analyse des contraintes liées aux transferts infranationaux afin de formuler des recommandations. Delen Ndiaye a recueilli la réaction de Oulimata Sarr, présidente du comité national ITIE et des principaux organisateurs. De faire le point sur ces transferts internationaux de 2019 à 2023. Apprécier la pertinence des investissements réalisés sur ces transferts et les paiements sociaux aux collectivités territoriales. Contrôler l'utilisation des transferts internationaux et des paiements sociaux. Questionner et analyser les processus, les dispositifs et les mécanismes qui encadrent les transferts internationaux et les paiements sociaux. Nous allons essayer d'identifier également les goulots d'étranglement qui limitent la régularité des transferts infranationaux et les paiements sociaux sur le plan politique, juridique, réglementaire, budgétaire et opérationnel. Transfert, on l'a dit, on ne peut pas quand même, c'est un problème. D'abord, les transferts et les exonérations. Les transferts, quand on recouvre pour les collectivités territoriales, on doit automatiquement reverser cet argent-là parce que l'État recouvre pour l'État même et recouvre pour les collectivités territoriales. Donc, il ne peut pas continuer à garder et les recettes et les recettes des collectivités territoriales. Ils doivent les transférer. Maintenant, cet atelier aujourd'hui nous permettra quand même de faire le diagnostic avec l'accompagnement de la société civile de M. Cissé et de la présidente de l'ITE. Je pense que les parlementaires qui sont là, nous allons pouvoir vraiment trouver une solution à ce problème. L'autre, c'est l'exonération. Quand l'État exonère, l'État doit payer la compensation à la collectivité territoriale. Et nous voulons que ça change. Maintenant, quand l'État exonère, l'entreprise paye à la collectivité territoriale et se fait rembourser par celui qui l'a exonéré. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic sera fait. Est-ce que c'est parce que les ressources se retrouvent au niveau central? Lorsqu'ils sont au niveau central, ils sont peut-être dépensés dans des urgences. Aujourd'hui, nous devons faire un bilan et je pense que c'est l'occasion de cet atelier-là pour définir quels sont les goulots d'étranglement et surtout quelles sont les perspectives, comment nous pouvons faire pour accélérer ces transferts au niveau des collectivités territoriales. La 22e commémoration du naufrage du bateau le Joola aura lieu le 26 septembre prochain. Cette cérémonie sera marquée cette année par la mise en service du mémorial musée le Joola, dont la réception technique a été effectuée au mois de juillet dernier. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a fait l'annonce lors d'une séance tenue avec le comité scientifique pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Suivant les détails avec Amsatou Gano. Le musée mémorial de Joola, construit sur les berges du fleuve Casamance, sera mis en service le 26 septembre prochain, date coïncidant avec la 22e commémoration du naufrage du bateau du même nom, survenu en 2002. L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Gaye, qui intervenait au terme d'une séance de travail tenue avec le comité scientifique du musée mémorial national. Et nous comptons à partir de la 22e commémoration qui symbolisera l'étape de lancement officiel des activités de cet édifice-là, procéder à la mise en service. Tout à l'heure, en conclave avec l'ensemble des membres du comité scientifique, il y a un modèle de gestion, de gouvernance qui nous a été présenté, mais il y a des réserves et des limites que nous avons relevées. Suite à la réception technique effectuée au mois de juillet, c'est une occasion pour le ministre de constater l'état d'avancement des travaux avant de se projeter dans la commémoration. Nous sommes venus pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, parce que la réception technique a été effectuée depuis le mois de juillet. Je l'ai dit tantôt,
Mais après cette réception technique, il nous convient à nous, autorités publiques, de venir constater de visu réellement ce qui a été réalisé et aussi éventuellement s'il y a des réserves par rapport à l'ouvrage aussi, les émettre. A rappeler que le naufrage du bateau Le Joola est survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Au total, 2000 personnes ont péri et 63 rescapés ont été enregistrés selon le bilan. La coalition Ande Defarat Chambre de commerce récuse le président Abdoulaye Sow, selon eux, qui préside aux destinées de la Chambre, et ce depuis bientôt 14 ans. D'ailleurs, pour eux, depuis les élections consulaires de 2010, le président Abdoulaye Sow est dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin au siège du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal. Birane Wan, le président, et Pape Alé Diagne, avocat de la coalition, se sont exprimés au micro de Aïssatou Ba. Situation délétère, indescriptible à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Pour se maintenir à la tête de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, après 14 années de mauvais et déloyaux services rendus au secteur privé institutionnel sénégalais, comme organisationnel patronal, l'actuelle équipe dirigeante, entre guillemets, sous la houlette de M. Abdoulaye Sow, forestier de son État, entouré de ses vice-présidents membres du bureau, tous issus de sous-sections annulées depuis 2010 par la Cour d'appel de Dakar en chambre réunie, comme la Cour suprême du Sénégal. Toutes ces années d'illégitimité et d'illégalité devrait trouver une issue heureuse avec l'installation de délégations spéciales pour nous mettre tous au même pied d'égalité. La Cour d'appel a annulé les résultats du premier tour de la sous-section établissement financier des élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour ce qui concerne donc le premier tour. Et pour ce qui concerne le deuxième tour, la Cour d'appel avait annulé le scrutin dans son entièreté. Je pense que la première chose, c'est que tout le monde peut constater l'illégalité donc du bureau actuel. C'est comme dire, comme si on dit qu'on annule les élections présidentielles qui se sont déroulées avant. Mais Diomaye, il ne serait plus président. Il doit nous appeler à de nouvelles élections. N'est-ce pas? Si le scrutin est nul, celui qui est élu n'est pas élu. Parce que l'élection est réputée n'avoir jamais existé. Donc, le gouverneur doit, à mon avis, constater l'illégalité du bureau actuel et, pour ne pas créer de problème, mettre en place une structure concertée entre les partis, parce que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes également dans une démocratie, puisque, en attendant d'organiser d'autres élections, il faut que la Chambre de commerce continue, mais on ne peut pas continuer dans l'illégalité. État défectueux de la route, problème de lotissement, absence de postes de santé, autant de difficultés que rencontrent les populations de Saré Issa et de Kandéri dans la commune de Tambacounda. Ils ont tenu une marche pour dénoncer tous ces manquements tout en interpellant les nouvelles autorités afin que des solutions soient trouvées. Le point avec Amadou Diallo depuis Tambacounda. Les habitants des quartiers Sari Issa et Kandiri, situés à la périphérie de la commune de Tambacounda, sont très remontés contre les autorités locales et étatiques. Arborant des brassards rouges, ils se sont mobilisés pour dénoncer le calvaire qu'ils vivent depuis des décennies. Nous sommes là réunis ici à Kandiri pour manifester notre mécontentement qui a duré près de 2 décennies. Depuis l'an 2000, jusqu'à présent, nous réclamons un état de route, un état de qualité afin que nous puissions effectuer nos activités, mais aussi afin que nous puissions vendre nos produits au marché. La circulation de Kandéri à Tambacounda est très difficile. Les gens souffrent. Quand il y a une femme qui est en état, qui souffre, ou bien un accidenté, nous avons des difficultés pour évacuer les blessés et les malades. À cela s'ajoute également l'absence de postes de santé et de lotissement dans ces deux quartiers qui traduisent selon eux le manque de considération à leur égard. En dehors aussi de cet état de route très défectueux, entre les deux quartiers, il n'y a pas de poste de santé. Ici, nous n'avons pas d'eau potable jusqu'à présent.
sommes en 2024, les gens boivent l'eau de pluie. Et même ces puits-là, il y a certaines familles qui n'ont pas de moyens pour creuser des puits. C'est ce que nous déplorons. Ici, nous souffrons. Nous demandons, et nous demandons au gouvernement du Sénégal au moins de soutenir la population de Kandé et de Tambacounda. Au niveau de Sar Issa, il y a un problème de lotissement. Il n'y a pas de voirie. Les populations interpellent ainsi les nouvelles autorités du pays et espèrent qu'une solution sera trouvée à leurs préoccupations et menacent de passer à la vitesse supérieure des choses si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Lors d'un séminaire organisé dans le cadre de la préparation des États généraux du transport, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadj Malick Ndiaye, a déclaré que d'après les chiffres de 2022, les accidents font perdre à l'État du Sénégal plus de 900 milliards de francs CFA par an, ce qui pourrait servir pour le renouvellement du parc automobile, suivant les propos du ministre El Malick Ndiaye au micro de Mansour Diassé. Les chauffeurs et tous les acteurs du milieu des transports doivent subir des formations pour améliorer leur manière de travailler et surtout leur comportement sur les routes, apprendre comment gérer les situations critiques et parfois stressantes. C'est pourquoi nous organisons ces états généraux des transports publics. Vous savez, au Sénégal, les accidents nous coûtent chaque année près de 900 milliards de francs CFA. Et cette somme pourrait contribuer à renouveler le parc automobile. Et cette perte correspond à 6% du PIB, ce qui est une grande perte pour notre pays. Le gouvernement et tous les acteurs de ce secteur doivent travailler main dans la main pour éviter ces accidents qui nous font beaucoup de mal. Ils nous font perdre économiquement et ils nous font perdre aussi des vies humaines. Donc c'est une chose qu'on doit travailler ensemble pour le résoudre le plus rapidement possible. Et puis à l'international et en brève, depuis plusieurs mois, une épidémie progresse à bas bruit en Afrique. Un nouveau variant de cette maladie a récemment été découvert en Suède. Plusieurs pays africains sont touchés avec 548 décès recensés en République démocratique du Congo. Afin de limiter la propagation de cette maladie contagieuse, les autorités ivoiriennes recommandent à la population d'éviter la consommation de viande de brousse. Et puis aux États-Unis, la convention démocrate s'est ouverte ce lundi 19 à Chicago. Une convention donc qui va entériner la candidature de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, et son colistier Tim Walz, celle qui va donc tenter de succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche, a rendu un vibrant hommage au président qui, avant que celui-ci ne prenne la parole, la convention démocrate doit durer jusqu'au jeudi 22 août. Suivons les détails avec Mama Wassal. Aux États-Unis, la convention démocratique va durer jusqu'à jeudi et accompagner l'investiture de Kamala Harris. Mais la vraie vedette de la première soirée, c'était Joe Biden qui a emporté le public dans l'émotion. Devant un public conquis d'avance et longuement préparé par les intervenants successifs, Joe Biden s'est présenté devant l'Assemblée qui était censée l'investiture et donne en quelque sorte son testament politique. Le président a fait le bilan d'une vie d'engagement et surtout de son mandat consacré essentiellement, selon lui, à la défense de la démocratie américaine face aux assauts de Donald Trump et de ses partisans. Il défend aussi son bilan économique, le rebond après la pandémie, le plan pour les infrastructures, la loi sur la relocalisation de l'industrie électronique, la lutte pour la baisse des prix des médicaments, autant de succès qu'il revendique et l'encourage à dire que le pays est sur le bon chemin. Un chemin qui va maintenant être parcouru par
Kamala Harris qu'il ne cesse d'associer à sa politique tout au long de son discours. Le président de 81 ans a aussi plaidé pour la défense de la démocratie face à Donald Trump. Il a dénoncé des mensonges de son opposant sur la criminalité et l'immigration. Et comme cela ne suffisait pas, Joe Biden, décidément très offensive, explique sous les vivas de la foule que Donald Trump est pour lui inapte à être commandant en chef. Mais cette fois-ci, il ne le fait pas pour défendre sa candidature, mais plutôt celle de Kamala Harris, le nouvel espoir des démocrates qui savoure dans son fauteuil alors que l'émotion finit par submerger la salle. Sport à présent, tournoi préqualification mondiale féminin 2026, deuxième victoire synonyme de qualification en demi-finale pour l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal qui, après son entame réussie hier face à la Hongrie 61-63, les Lions donc dirigés par leur nouvelle capitaine Yacine Diop viennent de battre le Brésil ce mardi 59-69 et donc vont poursuivre cette série de matchs dans le cadre de ce tournoi de préqualification en vue de la Coupe du Monde FIBA qui va prendre fin donc le 25 août prochain à Kigali. Le match donc qui devra les opposer demain face aux Philippines va se jouer à 9h GMT. Pour rappel donc ce tournoi a débuté le 19 et va prendre fin le 25 août. Le Sénégal donc qui devient premier de son groupe, le groupe C donc, et se qualifie en demi-finale. Autre note de sport, l'attaquant du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France Football, Kylian Mbappé, a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour régler le contentieux financier qu'il a avec son ancien club Paris Saint-Germain. Le Kylian Mbappé demande le versement d'une somme de 55 millions d'euros qui correspond à l'ultime tiers d'une prime à la signature, 36 millions d'euros bruts que le joueur était censé toucher en février les 3 derniers mois de salaire prévus dans son contrat, c'est-à-dire avril, mai et juin, ainsi qu'une prime éthique sur ces 3 mois. Kylian Mbappé donc a réussi à saisir l'UEFA par l'intermédiaire de la Fédération française de football. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez scotchés en compagnie des programmes de GTV. L'information reviendra demain. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.